Bonjour à tous, nous allons dans ce live étudier le redressement d'un courant alternatif en courant continu par l'utilisation d'un pont de diode, le calcul de la fréquence d'oscillation d'un ressort. Nous verrons également le dosage acide-base et pour terminer la déviation d'un rayon lumineux traversant une lame à face parallèle. Je serai secondé par deux apprentis CAP1 en restauration. Merci à eux. Nous allons commencer tout de suite avec le premier TP. Donc dans ce TP, nous avons donc le montage d'un pont de diode. Alors, l'alimentation ici, c'est un générateur courant alternatif. Donc, on le voit du fait donc du signal alternatif, le petit sigle ici. Nous avons un interrupteur et donc nous allons alimenter le nœud B et le nœud D. Alors, le courant alternatif, le courant va passer tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Donc, nous allons suivre le cheminement donc, du courant. Donc, en partant du générateur, quand on aura fermé l'interrupteur, le courant donc, va aller jusqu'à B. Et donc, on va passer avec la diode ici qui est passante. Donc, ça représente une petite flèche, la diode. Donc, ici, elle est passante. Donc, on va aller jusqu'au nœud C. Et donc, ici, il n'aura pas le choix, le courant, puisqu'ici, la diode est bloquée. Il va devoir passer au niveau de la résistance. Alors, attention, le courant ne va jamais sur le voltmètre, puisque le voltmètre va récupérer donc une différence de potentiel donc, entre ce point et ce point donc, de la résistance. Donc, le courant ne traverse pas le voltmètre ou l'oscillo, puisqu'ici, on a l'entrée YA de l'oscillo, la voie 1, et ici on a la masse. Donc nous étions là, le courant donc va traverser la résistance, il va retourner à notre pont de diode, et ici il a deux possibilités, soit monter, soit descendre. Mais vu qu'on venait du haut, le plus court chemin donc pour aller au générateur, c'est de passer par la diode qui est en bas. Voilà, et on retrouve le générateur. Alors je vous ai dit tout à l'heure que le courant alternatif passait tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Nous allons voir le deuxième sens. Donc si le courant, quand le courant va passer par là, il va passer donc au niveau de cette diode, puis de nouveau il va passer au niveau de la résistance. Donc vous voyez que là il passe tout le temps dans le même sens au niveau de la résistance. On retourne vers notre pont de diode et pour aller au plus court chemin, il va aller donc sur le nœud B et retourner vers le générateur. Donc le côté, donc après le pont de diode, nous allons avoir un courant continu. La bande plus est ici, puisque le courant va du plus vers le moins dans ce sens-là. Donc la bande plus du voltmètre sera ici, la bande plus de l'oscillo sera ici, et nous aurons les bandes moins ici. Nous allons maintenant faire le montage. Donc, nous allons partir du générateur. Donc, nous sommes en courant alternatif. Faire très attention, bien utiliser le courant alternatif qui représente en fait l'alternateur dans un véhicule et surtout ne jamais se mettre sur le courant continu puisque ici, le but est de redresser un courant alternatif en courant continu. Donc, nous allons utiliser une tension de 6 volts. Alors, on part de la bande ici, 6 volts. Par convention, on va sur l'interrupteur qui est toujours ouvert. Nous partons ensuite sur le pont de diode. Alors attention, pour les diodes, il faut toujours les mettre dans le même sens, c'est-à-dire qu'ils sont toutes en direction du côté droit. Donc regardez, celle-là, elle montre bien le côté droit, celle-là également, celle-là également, et celle-là également. Et donc nous allons alimenter le haut du pont de diode, et par le bas du pont de diode, nous allons retourner donc à notre générateur. Donc j'ai mis volontairement des fils jaunes parce qu'en fait ici on est en courant alternatif, donc le courant va tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, il n'y a pas de polarité. Nous allons à présent, donc je vous ai dit tout à l'heure que la bande plus se trouvait ici. Donc nous allons sur cette bande plus aller en direction de la résistance, donc une résistance d'1 kilo, et donc on est côté plus. De l'autre côté, côté moins, nous allons retourner au niveau du pont de diode. Nous allons à présent
donc brancher notre voltmètre. Alors nous avons dit que nous sommes en courant continu. Donc nous mettons le calibre côté voltmètre courant continu. On prend toujours 20 volts courant continu. Donc nous allons prendre comme borne V ohm pour le plus. Et nous allons prendre comme pour le moins. Et nous allons alimenter également notre silo pour voir donc le courant qui va traverser notre circuit. Hop là. Bon, bah tant pis. On va faire comme ça. Allez, nous allons maintenant mettre en route. Donc, on met en route. On ferme l'interrupteur et donc nous voyons que nous avons un signal par contre qui sort donc de l'oscilloscope, donc on appelle ça un oscillogramme. Donc nous allons régler ici la sensibilité verticale, donc c'est au niveau de la hauteur, il faut que ça rentre dans donc l'écran, voilà, on diminue. Et au niveau de la sensibilité horizontale, on va même descendre pour voir un petit peu mieux, nous allons également modifier, voilà, la sensibilité. Donc, sensibilité verticale pour la verticale, c'est-à-dire ici, la valeur d'un carreau, c'est 5 volts par division. La valeur d'un carreau ici, à l'horizontale, c'est 5 millisecondes par division. Nous allons à présent brancher un condensateur. Pourquoi brancher un condensateur? Pour lisser notre courant. C'est-à-dire pour que nous ayons un beau courant continu, c'est-à-dire une belle ligne droite. Donc, nous allons mettre toujours en dérivation sur notre résistance le condensateur. Ah, attention, j'ai pas le bon fil. On va le mettre de ce côté. Voilà, on se met en dérivation. Et voilà, le courant est lissé. On peut remonter un petit peu l'écran. Et vous voyez qu'on a un beau courant continu, une belle ligne droite. Alors, dans ce TP, les différentes formules à savoir utiliser, c'est la formule de la loi d'Ohm, qui est donc U est égal à RI. U est la tension en volts, R est la résistance en ohms et I l'intensité en ampères. Alors, ce que vous devez savoir faire, c'est transformer cette formule, c'est-à-dire on peut très bien vous demander la résistance en fonction de la tension et l'intensité. Donc, le principe, c'est le principe des équations. Donc, pour que R soit isolé, on va passer le I de l'autre côté du signe égal. Ici, on a multiplié. Multiplié devient divisé. Ça nous fait donc U sur I. C'est ce que j'ai marqué ici. Alors, si on veut I, donc pour isoler le I, ici, qui soit tout seul de son côté du signe égal, on va passer le R de l'autre côté du signe égal. Donc, multiplié devient divisé. Donc, ça nous fait U divisé par R. De la même façon, nous avons la formule de la puissance. P est égal à U fois I. Alors, P, la puissance est en watts. Donc, même chose, nous devons être capables de transformer cette formule. Donc, si jamais nous souhaitons obtenir U en fonction de P et de I, il va falloir passer le I de l'autre côté du signe égal. Entre U et I, pas de signe, donc c'est multiplié. Multiplié devient divisé. On retrouve le I au dénominateur de la fraction. Ça nous fait bien U égale P sur I. Et si nous voulons I, même chose, on va passer le U de l'autre côté du signe égal, multiplié devient divisé. Ça nous fait I égale P sur I. Alors, nous devons également connaître la loi des nœuds. Alors, la loi des nœuds, ici, nous avons deux nœuds. Un premier nœud ici, donc c'est un endroit où les fils viennent se connecter. Et nous avons un deuxième nœud ici. Donc, à ce nœud ici, il arrive donc deux intensités. Donc, I1 et I2. Il n'y a pas de perte d'intensité, c'est-à-dire la somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui en repart. Donc, il arrive I1 plus I2, il repart I4 et I3. Donc, ça nous fait I1 plus I2 égale I3 plus I4. Au deuxième nœud, pareil, la somme des intensités qui arrivent, alors il arrive quoi ici? I3 et I6. Donc, ça nous fait I3 plus I6 est égal à I5. Donc, maintenant, nous avons un petit exercice. Nous allons calculer I3 et I6. Alors, les formules, hop, donc les données sont les suivantes. I1 égale 3 ampères et I2 égale 2 ampères. Nous avons également I4 égale 1,5 ampères et I5 égale 6 ampères.
pour trouver I3, donc nous avons ici marqué que I1 plus I2 égale I3 plus I4. Si je veux isoler le I3, plus I4 passe de l'autre côté du signe égal et devient moins I4. Ça nous fait donc I3 égale I1 plus I2 moins I4. On remplace par les valeurs numériques. I1 c'est 3 ampères, I2 c'est 2 ampères, donc ça nous fait 3 plus 2. On enlève I4 qui a moins 1,5, donc 3 plus 2 moins 1,5. Ça nous fait une intensité de I3 de 3,5 ampères. Donc au niveau de I6, nous avions I3 plus I6 égale I5. Si je veux I6, je dois passer le I3 de l'autre côté du signe égal, plus I3 devient moins I3. Ça nous fait I6 est égal I5 moins I3, soit I5 on avait 6 ampères, I3 on vient de trouver moins 3,5 ampères, donc 6 moins 3,5 est égal à 2,5 ampères. Donc nous avions sur l'oscilloscope, donc qu'on appelle oscillogramme, nous avions donc un signal. Alors ici, c'est pas tout à fait le même, puisque c'est le signal qu'on obtient au niveau du générateur de courant alternatif. Là, nous avons bien un signal alternatif sinusoïdal, donc qui alterne entre le plus et le moins, suivant le côté où passe le courant d'un côté puis de l'autre. Nous devons, à partir de cet oscillogramme, être capable de calculer l'amplitude du max. Alors l'amplitude du max, comme son nom l'indique, c'est le maximum de la courbe. Donc, on va compter le nombre de carreaux à partir de l'axe horizontal. Donc ici, on obtient deux carreaux qu'on appelle division. Alors, ça nous donne Umax 2 divisions, mais nous, on veut la réponse en volts. Or, on a une sensibilité verticale de 2 volts par division. Donc, Umax, c'est le nombre de divisions lues fois la sensibilité verticale. Donc, 2 divisions à 2 volts par division, ça nous fait 4 volts pour Umax. Donc, ça, c'est ce qu'on obtient sur un oscilloscope. Par contre, si on a, comme tout à l'heure, on a vu l'utilisation d'un voltmètre, nous allons, pour trouver la valeur du voltmètre, faire U efficace égale Umax divisé par racine de 2. Cette formule vous sera donnée pour l'examen. Donc Umax, on vient de trouver 4. 4 divisé par racine de 2, ça fait environ 2,8 volts. Nous allons maintenant passer au calcul de la période T, puis nous calculerons la fréquence pour une sensibilité horizontale de 2 millisecondes par division. Donc la période, c'est le temps nécessaire pour faire un motif. On peut le prendre entre 2 maximum, 2 minimum, ou par exemple, si je le prends pile là, au niveau de l'origine, alors le dessin de base, c'est ici, on continue là, une période, voilà, jusqu'ici. Donc, la période, on va compter le nombre de carreaux d'ici à ici, donc j'ai dit que c'était équivalent donc au nombre de carreaux qu'on a entre 2 maximum, ou au nombre de carreaux qu'on a entre 2 minimum. Alors on va compter les divisions. Là, ça fait une division, 2 divisions, 3 divisions. Mais regardez, vous avez des sous-divisions. Alors soyez précis, sinon vous allez perdre des points. Là, on pourrait mettre 3,5, encore ça pourrait être accepté. Mais sinon, les sous-divisions, c'est de 0,2 en 0,2. Donc là, on est à 3 divisions, 3,2 divisions, 3,4 divisions. Or, on a dit que la sensibilité horizontale est de 2 millisecondes par division. Donc, si j'ai 3,4 divisions à 2 millisecondes la division, ça nous fait 3,4 fois 2 égale 6,8 millisecondes, donc pour faire une période, c'est-à-dire un motif. Nous allons à présent calculer la fréquence donc en Hertz. La fréquence, la formule, c'est l'inverse de la période, c'est-à-dire 1 sur T. Mais attention, nous devons obligatoirement mettre la période donc en secondes, qui est l'unité du système international. Or, nous avons un résultat ici en millisecondes. Donc, pour passer des millisecondes aux secondes, nous allons décaler la virgule de 3 rangs, puisqu'une seconde est égale à 1000 millisecondes. Donc, ici, la virgule était là, 3 rangs, 1, 2, 3. Donc, 6,8 millisecondes est égal à 0,0068 secondes.
nous allons à présent passer à un nouveau TP sur le ressort. Donc nous allons, dans ce TP, être amené à calculer la fréquence des oscillations d'un ressort. Pour cela, nous allons suspendre une masse au ressort et positionner la règle de façon à ce que le repère coïncide avec le haut de la masse. Nous écarterons le ressort de sa position initiale. Nous allons ensuite mesurer avec un chronomètre la durée de 5 oscillations par exemple. On en déduira la période d'une oscillation, puis on calculera la fréquence de ces oscillations. Donc voilà le montage que nous allons à présent effectuer. Donc nous avons ici notre ressort, nous avons mis notre masse, nous avons une règle. Donc ici je vais étirer ma masse de 10 cm. Alors, donc nous avons accroché donc le ressort ici. Nous avons suspendu une masse de 50 grammes. Et donc nous avons à côté une règle. Alors nous avons un repère donc, qui est pile au niveau donc, de la masse. Et donc je vais étirer de 10 cm, c'est-à-dire au niveau du deuxième repère, donc ma masse. Et donc avec mon chronomètre, je vais mesurer le temps nécessaire pour faire 5 oscillations. Alors une oscillation, c'est une montée et une redescente. Ça fait une période, comme on a vu en courant alternatif. Attention, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc nous avons trouvé 6 secondes. Nous venons de calculer le temps nécessaire donc, pour faire 5 oscillations. Nous avons trouvé 6 secondes. Or, pour trouver la période, il faut diviser notre temps par 5, puisqu'on veut une seule oscillation. 6 divisé par 5, ça fait 1,2 secondes. Pour trouver notre fréquence, on fait l'inverse de la période, c'est-à-dire 1 divisé par 1,2 est égal à 0,8 Hz. Alors, quelle formule savoir utiliser? La formule de la pression. Donc on l'utilise par exemple pour la pression des pneus. Donc la pression, c'est la force divisée par la surface. Alors la pression, attention, c'est en pascal, la force en newton et la surface en mètres carrés. Donc ici également, il faut être capable de transformer une formule. Donc pour obtenir le F, on va donc passer le S de l'autre côté du signe égal. On a divisé, donc divisé devient multiplié. Donc F est égal à P fois S. Si on veut le S, bon, on peut se servir de celle-là. On va passer cette fois-ci le P de l'autre côté du signe égal. Multiplié devient divisé, ça nous fait F sur P. Sinon, à partir de celle-là, si on veut le S, on fait le produit en croix. Donc ici, on n'a rien sous le P, donc ça nous fait P sur 1. Donc ça nous fait F fois 1, c'est-à-dire F divisé par P. Alors ce qu'il faut connaître, c'est la transformation des bars en pascal. Un bar, c'est égal à 100 000 pascal, c'est-à-dire à 10 puissance 5 pascal. Vous voyez qu'on a 5 zéros. Donc un bar, 100 000 pascal, puisque nous en automobile, on utilise le bar. Mais ici, je vous ai déjà dit que la pression, on devait la noter en pascal. Donc on va faire un petit exercice, un exemple. On va calculer la surface de contact au sol d'un pneu de pression 2 bars, ayant une force pressante de 2500 newtons. Donc la surface, on vient de la donner, la formule c'est S égale F sur P. F, on le remplace par 2500 newtons. On a 2 bars, on a dit qu'un bar c'est 100 000 pascal, donc 2 bars c'est 200 000 pascal. 2500 divisé par 200 000, ça fait 0,0125 mètres carrés. Par contre, c'est pas mal de mettre ça en centimètres carrés. Donc on fait attention, pour les airs, on a une puissance 2. Donc nous allons décaler de 2 rangs la virgule pour chaque unité. On a 2 colonnes donc par unité. Donc pour les décimètres carrés, on décale de 2 rangs, ça fait 1,25 décimètres carrés. Et enfin en centimètres carrés, on décale encore de 2 rangs, ça nous fait 125 centimètres carrés. Donc ça fait par exemple la dimension de l'aire d'un rectangle de 10 cm par 12,5 cm. On dit habituellement que ça fait donc la surface d'une carte postale. Donc
la surface de contact au sol d'un pneumatique. Voilà. Nous allons à présent passer sur un nouveau TP, celui de chimie, où nous allons procéder à un dosage acide-base. Donc, nous allons avec ce TP être capable de déterminer la concentration d'une solution. Alors, pour pouvoir trouver cette concentration, il va falloir dans un premier temps déterminer si la solution à analyser est acide ou basique. Ah, ça a sauté, pardon. Avec une des méthodes de choix, donc soit on utilise le papier pH, soit le pH mètre, ou on utilise un indicateur coloré comme le bleu de bromothymol. Ensuite, nous allons rincer la burette, c'est-à-dire on va récupérer les produits dans l'Erlenmeyer étiqueté récupération des produits usagés. On va remplir la burette avec une solution au caractère opposé à celui de la solution analysée, c'est-à-dire que si on a trouvé une solution acide, eh ben on va la traiter avec une solution basique. Si on a trouvé une solution basique, on la traitera avec une solution acide pour pouvoir faire un dosage acide-base. Nous ajusterons le niveau du liquide au niveau 0 de la burette en faisant écouler l'excédent de solution de l'Erlenmeyer étiqueté récupération de produits usagés. On introduira dans le bécher étiqueté dosage, donc la solution analysée en suivant le protocole donné par l'examinateur. On utilisera une pipette jaugée propre munie d'un dispositif d'aspiration, une poire. On ajoutera de l'eau distillée à l'aide d'une éprouvette graduée, un barreau magnétique propre qu'on aura au préalablement rincé à l'eau distillée, puis essuyé avec du papier. Nous allons procéder à la manipulation. Et pour cela, nous devrons placer le capteur pH métrique dans le bécher et installer l'ensemble sous la burette. Alors, je vais déjà vous présenter le matériel. Donc, nous avons ici une burette, un bécher donc de récupération des produits usagés. Nous avons un agitateur magnétique, voilà, avec son barreau aimanté qu'ici j'ai déjà préparé dans la solution cristalline dosage. Nous avons une pipette, son système d'aspiration, la propipette, voilà. Une piscette d'eau déminéralisée pour le nettoyage. Et enfin, notre sonde pour le pH. Voilà. Donc, nous allons déjà voir. Donc, nous utilisons une solution, de l'eau minérale. On va savoir si cette eau minérale est acide ou basique. Donc, nous avons notre eau minérale. On va nettoyer la sonde pH avec la piscette. On met dans notre solution cristalline, on touille un petit peu. Donc nous allons voir sur l'ordinateur. Donc le résultat, le pH est de 7,1, donc il est très légèrement basique, donc 7,2. Donc 7,2 c'est vraiment la valeur attendue parce que sur l'étiquette, alors là on ne pourra pas le voir mais c'est très petit, donc on a un pH de 7,3, donc on est vraiment pas très loin. Donc maintenant il va falloir que je traite avec un acide, puisqu'ici nous avons une solution basique, donc je vais mettre ma blouse et mes gants. Donc c'est obligatoire puisque ça rapporte des points le jour de l'examen, donc évidemment si vous oubliez, donc vous serez pénalisé. On met bien les gants. Et donc, nous allons faire la mise à zéro de notre burette en ajoutant donc l'acide. Donc, c'est de l'acide chlorhydrique, en l'occurrence. Donc, on met notre bécher récupération des produits usagés. Dessous, on va remplir au-dessus du zéro pour pouvoir faire la mise à zéro. Donc, on n'a pas peur. On se met juste au-dessus de 0. Et maintenant, on va faire écouler, donc en ouvrant le robinet, on va faire écouler tout doucement notre solution. Et là, il faut s'arrêter. Le bas de la bulle doit arriver au niveau
du trait de jauge. Donc voilà, on est pile bon. Voilà, donc maintenant, nous allons mettre notre solution que j'ai préalablement préparée. J'ai mis donc de l'eau cristalline plus de l'eau déminéralisée avec mon barreau aimanté que je vais mettre donc sous ma burette. On va faire tourner maintenant le barreau aimanté. Voilà, ça nous évitera de touiller, ça se fait tout seul. Et donc on va maintenant utiliser donc l'ordinateur pour prendre les valeurs. Donc ici, nous allons commencer par appuyer sur le bouton vert pour lancer donc l'acquisition. Donc nous allons lancer l'acquisition. Alors ici, on se retrouve donc sur un repère. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le tableau. Donc voilà, ici, on n'a rien rajouté. Alors maintenant, à présent, on a 7,4, donc on a bien une solution basique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 1 millilitre dans ma solution. Et quand j'aurai donc rajouté ce millilitre, je vais attendre quelques secondes de façon à ce que la valeur se stabilise ici pour valider donc cette valeur. Donc on va aller voir la burette. On a le 0 ici, donc on va descendre à 1 millilitre. On va rajouter 1 millilitre d'acide dans notre eau cristalline. Voilà. Donc, on voit ici, alors je vais peut-être mettre un petit peu plus gros, on voit notre pH donc de 7,5. On attend quelques secondes que ça stabilise. Et on valide. Même chose, maintenant on va mettre un deuxième millilitre. Donc je retourne à ma burette et je mets un deuxième millilitre. Ah, il en manque un petit peu. Oh, hop là. Voilà, 2 millilitres. Comme précédemment, on attend quelques secondes. Bon, nous allons valider maintenant la valeur. Voilà, donc on va pas faire toutes les valeurs. Je vais donc quand on arrête, on appuie sur la croix rouge et je vais ouvrir donc un fichier donc de mes solutions pour pouvoir faire la suite. Voilà, donc nous venons de faire les 20 valeurs. Voilà. Donc maintenant, on va faire le graphique. Donc nous avons notre tracé. Il va falloir lisser la courbe. Donc pour cela, nous allons appuyer sur le menu Affichage, Traitement de données. Et on va sélectionner l'onglet Lissage sur le côté. Et on va utiliser la méthode BSPLIN. Voilà. Donc on a lissé. Maintenant, nous allons faire la méthode des tangentes. Menu Outils. Tangente pH. Nous allons placer donc le premier point sur la partie inférieure de notre courbe, le deuxième point sur la partie supérieure et là, avec le troisième point, nous allons mettre la direction et les courbes doivent être tangents. Donc vous voyez que là, ça vient mourir le long de la courbe ici, mourir ici le long de la courbe et donc avec la flèche, nous allons pile se mettre sur la droite et donc l'intersection avec notre courbe rouge et nous avons l'indication ici de 13,3 millilitres, donc c'est le volume à l'équivalence et on a un pH à l'équivalence de 4,1. Nous allons à présent calculer la masse molaire moléculaire, donc c'est un calcul qui est demandé le jour de l'examen. Donc par exemple ici, nous allons calculer la masse molaire donc, du saccharose, qui est du sucre. Donc ici, la formule brute du saccharose, c'est C12H22O11, c'est-à-dire qu'on a 12 atomes de carbone, 22 atomes d'hydrogène et 11 atomes d'oxygène. Donc, nous avons comme donnée la masse molaire de l'atome de carbone qui est de 12 grammes par mol, la masse molaire de l'atome d'hydrogène de 1 gramme par mol et enfin la masse molaire de l'atome d'oxygène de 16 grammes par mol. Donc, pour le saccharose, nous avons 12 carbones, donc 12 atomes de carbone à 12 grammes par mol, ça nous fait 12 fois 12, plus 22 atomes d'hydrogène
Or, un atome d'hydrogène fait 1 g par mol, donc 22 fois 1. Et enfin, 11 atomes d'oxygène à 16 g par mol, c'est-à-dire 11 fois 7. Donc 12 fois 12 plus 22 fois 1 plus 11 fois 16 est égal à 342 g par mol. Nous devons également être capables d'utiliser la formule CAVA égale CBVB, puisque tout à l'heure on a cherché le volume à l'équivalence, le pH à l'équivalence, et bien quand on est à ce volume à l'équivalence, nous avons la formule CAVA égale CBVB, c'est-à-dire qu'on a autant de moles d'acide que de moles de base. Donc ici, par exemple, nous allons utiliser une concentration d'acide de 0,05 mol par litre, un volume d'acide de 15 cm3 et un volume de base de 20 cm3. Nous allons chercher donc la concentration de la base. Donc avec cette formule, si je veux la concentration de la base, il va falloir donc passer volume de la base de l'autre côté du signe égal. Donc multiplier devient diviser, ça nous fait CAVA divisé par VB. Soit 0,05 fois 15 divisé par 20. C'est égal à 0,0375 mol par litre. Voilà pour ce TP. Nous allons à présent donc voir le dernier TP sur l'optique où nous allons faire la déviation d'un rayon lumineux traversant une lame à face parallèle. Donc nous allons placer la feuille devant la source lumineuse comme indiqué ci-dessous, placer le parallélépipède sur sa face conformément au schéma, s'assurer que le rayon émergent sort par la face parallèle à celle où se trouve le point M. Dans ce cas, nous allons avoir une épaisseur E2. Dessiner le trajet du rayon lumineux. À la sortie du parallélépipède, on aura le rayon émergent et à l'intérieur du parallélépipède. Donc voilà, notre montage. Donc nous allons, alors sur ce montage, on voit qu'on a l'angle incident qui est ici. Alors cet angle incident, c'est l'angle entre la perpendiculaire à la face et notre rayon incident. Le rayon, regardez, il va être réfracté. Et donc on va avoir l'angle réfracté ici, R, toujours entre la normale et notre rayon lumineux. Notre rayon lumineux va enfin sortir avec une dernière réfraction et il va sortir donc parallèlement au rayon incident. Voilà, on va avoir les deux. Donc on va avoir la déviation du rayon. Logiquement, le rayon, il aurait dû faire ça. Or, il fait ce chemin. Et donc là, on a l'épaisseur de la lame à face parallèle. Donc, pour réaliser ce TP, nous avons une alimentation. Donc, nous utiliserons 12 volts courant continu. Nous avons notre source lumineuse, 2 fils électriques, un rapporteur, notre lame à face parallèle et puis notre dessin donc de base. Alors, nous allons placer notre lame à face parallèle sur son emplacement. Nous allons placer la source lumineuse. On branche notre source lumineuse, donc le plus sur le plus, le moins sur le moins. On met en route. Alors, il faut retirer la tirette au maximum à l'arrière. Donc, on doit aligner avec notre rayon. Voilà. Nous allons placer 2 points. Donc là, logiquement, le rayon lumineux aurait dû aller en ligne droite ici. Donc, en passant la lame à face parallèle, on voit qu'il est dévié. Donc, on va récupérer 2 points en faisant 2 petites croix. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à tracer. Donc, nous allons relier les points. Donc ça, notre rayon lumineux à la sortie. Donc, la lumière va en ligne droite, c'est-à-dire qu'on va rejoindre l'entrée et la sortie de notre lame à face parallèle pour voir le cheminement à l'intérieur de la lame à face parallèle. Donc, nous avons ici notre épaisseur de 4 cm, soit 40 mm. Et nous avons ici, donc, une déviation. Donc ça, c'est la déviation de 8 mm. On a un peu moins d'un centimètre, donc on a 8 mm. Logiquement, on allait en ligne droite, on est décalé de 8 mm.
Nous allons mesurer donc l'angle d'incidence. Donc nous allons mettre le 0 au niveau de notre angle. Et donc nous avons ici un angle d'incidence entre la perpendiculaire à la face et notre rayon de 40 degrés. 40 degrés ici. Donc nous mesurons notre angle de réfraction et nous obtenons ici 28 degrés. Donc nous avons trouvé ici un angle I de 40 degrés. Donc c'est l'angle d'incidence. Nous avons trouvé un angle de réfraction de 28 degrés. Nous avons trouvé ici une déviation de 8 mm et une épaisseur ici de 40 mm. Donc voilà, j'ai reporté les différentes valeurs. Nous allons maintenant utiliser la formule qui va nous permettre de calculer la déviation. Donc nous allons remplacer les différentes lettres par leur valeur numérique. Donc c'est-à-dire le E ici on le remplace par 40 mm, fois sinus de I, on a dit que c'était 40 degrés, moins 28 degrés qui est l'angle de réfraction, divisé par cosinus de l'angle de réfraction, c'est-à-dire cosinus 28. Nous trouvons donc une déviation d'environ 9 mm. Donc nous avons à peu près 1 mm d'erreur, donc c'est tout à fait acceptable. Donc une dernière formule à savoir utiliser, c'est la formule, donc la loi de Descartes, qui est N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Donc avec, donc ici c'est l'indice de réfraction du premier milieu. Alors le premier milieu on était dans l'air, ici on est dans l'air. On va passer donc dans le plexiglas qui a un indice de 1,29. L'indice de l'air c'est la référence, c'est 1. Donc on remplace par les valeurs. Notre N1 il vaut 1 fois sinus de notre angle d'incidence de 40 degrés est égal à environ 0,643. Et donc N2 sinus R, c'est-à-dire 1,29 fois notre sinus de notre angle de réfraction, ça fait environ 0,645. Donc nous obtenons les mêmes valeurs. Nous avons bien N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Le live est à présent terminé. Je remercie les deux apprentis CAP1 en restauration. Merci à tous pour votre attention et à bientôt dans une nouvelle vidéo.